Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce soir, au cœur de la révision des lois de bioéthique qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale, la procréation médicalement assistée, la PMA, devrait s'ouvrir aux couples de lesbiennes et aux femmes seules début 2020 au plus tard. C'est une mesure forte évidemment qui marquera le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va en parler assez longuement ce soir et c'est un sujet qui suscite toujours la polémique. On va en parler avec Audrey Kerr-Malvezen. Vous êtes avocate spécialisée en bioéthique. Merci d'être avec nous. Isabelle Laurence, vous êtes cofondatrice de Maman en solo. Vous êtes enseignante et maman d'une petite fille conçue par PMA. Et je précise qu'Audrey Kerr-Malvezen, vous-même, vous êtes une enfant issue de la PMA. Une grande enfant, mais je suis une enfant, oui. Donc vous pouvez, j'ai été conçue par PMA avec tiers d'honneur. Donc vous pouvez raconter et témoigner de ce que vous avez vécu et comment, surtout, vous l'avez vécu. Parfaitement, surtout que je me suis spécialisée en droit de la bioéthique avant de savoir que j'étais conçue comme ça. Et mon regard a changé lorsque j'ai appris que j'étais moi-même issue d'une PMA avec tiers d'honneur. Donc j'ai une vision à double casquette sur le sujet. Bénédicte Fly-Sainte-Marie, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des questions de santé, vous avez un point de vue bien sûr de journaliste, mais vous n'êtes pas militante. Non, je suis journaliste et c'est cette démarche que j'ai voulu mener à travers PMA, le grand débat, le livre que j'ai écrit à ce sujet. Vous donnez la parole aux défenseurs, opposants, mais surtout aux spécialistes de la PMA. Véronique Jacquier, que vous connaissez, journaliste, j'ai envie de dire journaliste tout-terrain, mais évidemment, vous pourrez apporter votre expertise. Mariette Guérien, vous êtes juriste à la Fondation Jérôme Lejeune. Vous dénoncez les autres dérives et confusions entretenues par ce nouveau texte. Et vous nous expliquerez pourquoi. Comme Albéric Dumont, je disais que c'est toujours un sujet extrêmement polémique. Vous êtes vice-président de la Manif pour tous. Vous êtes contre l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes. Tout à fait, toujours et encore. Parce que pour vous, un enfant doit avoir un papa et une maman. Parce que ce texte va tout d'abord diviser la société et c'est une nouvelle fracture dont je pense... il divise plus grand monde, j'ai l'impression qu'aujourd'hui... C'est vous qui avez vous-même introduit l'émission en disant que ça crée toujours de grandes polémiques. C'est pas la même chose. Une polémique divise forcément, Pascal. Donc, effectivement, vous avez cet aspect-là. Et puis, bien sûr, c'est un texte qui va institutionnaliser le fait qu'on va pouvoir concevoir des enfants en l'absence totale de père, en l'absence d'homme. Et c'est quelque chose que nous dénonçons parce que nous pensons que c'est une souffrance pour les enfants de se voir interdire le fait d'avoir un père. Alors, on est au cœur du débat, si j'ose dire. Pourquoi cette loi? Pourquoi cette ouverture? Mais qu'est-ce que vous répondez tout d'abord à ce que dit Albéric Dumont lorsqu'il dit un enfant sans père, c'est une souffrance. Et je le disais ce matin, je le disais également hier, on a beaucoup parlé de Yann Moix, la famille Moix. Et je soulignais que cette famille qui est dans un dysfonctionnement extrêmement important, il n'y a pas de PMA. Vous voyez, oui, mais... et les enfants ont vécu un enfer absolu, visiblement, dans cette famille. J'irais même plus loin que vous, en disant quelle famille ne connaît pas des discordes, des divisions, parfois qui sont dans tous les cas toujours extrêmement douloureuses. Mais pourquoi aller justement rajouter des divisions possibles, des souffrances, de quelque chose qui, en fait, ne pourrait être qu'un accident de la vie. Quand vous êtes privé d'un père, que ce soit à la naissance, que ce soit au cours de la vie, par des accidents, par des maladies, ça reste une souffrance pour les enfants. Et je regrette que d'ailleurs, dans ces débats, on n'entende pas suffisamment les enfants qui sont nés de PMA avec donneur anonyme et qui recherchent pendant toute leur vie, justement, cette identité qu'ils ne trouvent pas et qui est pour eux une souffrance et qu'on voit souvent sur le plateau télé, malheureusement, que des gens qui l'ont extrêmement bien vécu. Juste avant de donner la parole, pour que les choses soient claires, vous êtes pour la PMA pour les couples hétérosexuels, là où il y a un père ou une mère? On est contre la PMA en l'absence de père. C'est-à-dire que quand il y a une infertilité médicale, l'État et la médecine est là pour aider les couples à avoir un enfant qu'ils ne peuvent pas avoir pour des raisons de santé. Là, il y a une question de santé, c'est un soin qu'on va apporter à ces couples. Bien sûr, comme une immense majorité des Français. En revanche, ce que nous dénonçons, c'est l'extension de ce soin médical dans des cas où il n'y a pas forcément une infertilité. J'ai compris. Pour satisfaire un désir. Compris. Et pour que les choses soient claires également, est-ce qu'il y a un aspect religieux qui entre en compte dans votre démarche ou dans votre avis? Alors, je ne sais pas ce que ma tête vous apporte, mais à chaque fois que j'arrive, vous me posez la question de la religion, comme si j'étais venu avec mon col romain. Mais pas du tout. J'essaye de. C'est une question que qui pourrait d'ailleurs. Pardonnez-moi, si on est un catholique. Plutôt que le religieux, c'est peut-être la sacralité.
Voilà, mais moi L'ordre naturel, c'est-à-dire... si on est un catholique, je comprends très bien qu'on soit contre l'avortement. Et bien, ça ne me choque pas. Mais j'aime bien savoir qui parle, et c'est pour ça que je pose ce type de questions. D'où on parle. Là, je représente aujourd'hui la Manif pour tous, qui est un mouvement citoyen, non partisan, non confessionnel, et mes convictions personnelles, religieuses, je pense, n'intéressent absolument pas les téléspectateurs de la chaîne CNews. Donc vous voulez pas vous répondre, donc en fait on comprend. Je veux bien répondre, mais c'est pas l'objet du débat. Il y a des vrais on sujets. comprend que ça contamine votre... On comprend que ça contamine votre Non, parce que je avis, ne suis pas là au titre d'une religion. Si vous voulez des catholiques, inviter des évêques, moi je suis là au titre de la société civile, comme un simple juriste, consultant, citoyen en tout cas, qui milite. Voilà. Est-ce qu'un enfant sans père est plus malheureux? C'est ce que nous dit Monsieur Dumont. J'ai un enfant que j'ai fait seule en Belgique. Donc moi, je représente l'association Maman Solo, des femmes célibataires qui ont fait un enfant au moment de la conception, l'absence de père. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un père un jour, parce que nous, on n'est pas opposés à la question, bien entendu. On a souvent conçu notre projet parental à l'aube de la quarantaine parce qu'on n'a pas trouvé le compagnon à ce moment-là. On a vécu une infertilité sociétale. Donc, il n'est pas question de se fermer la porte d'un père. Mais là, je comprends pas. Parce qu'on peut tout à fait rencontrer quelqu'un après la conception. Pas le père de votre enfant. Si, alors il faut savoir que les recommandations de l'Assemblée nationale suite à la mission d'information bioéthique de septembre dernier ont préconisé qu'on laisse vacante la seconde filiation pour permettre à ces femmes que je représente aujourd'hui de permettre à un père de reconnaître l'enfant avec l'accord de la mère, et donc une famille peut se recomposer. À quel âge C'est pas forcément limité dans le temps. Après, un enfant à 5 ans ou 8 ans peut avoir un père. Oui, mais ça arrive aussi dans des couples hétérosexuels tout à fait standards, où il y a des recompositions familiales, il peut y avoir des adoptions par la suite. Oui, dans ce cas-là, excusez-moi, mais quand il y a une recomposition familiale, si je peux me permettre on parle d'un beau-père, pas d'un père. Oui, en fait, en droit, la possession d'État, le fait de ce qui fait le père en droit, c'est aussi la possession d'État, c'est-à-dire se comporter comme un père au vu et au su de tout le monde. Et ça, le droit le reconnaît. Pas du tout. La possession d'État, c'est pas une adoption. Non, la possession d'État et l'adoption, ça n'a rien à voir. C'est une juriste qui vous parle. La possession d'État, c'est dès lors. Mais moi, je parlais simplement d'un point de vue de bon sens. C'est-à-dire qu'un enfant qui, pendant 5 ans, par exemple, vous l'avez élevé seul, et cet enfant a 5 ans, 6 ans, 7 ans, et vous rencontrez une personne, c'est bien ça, finalement, et que cette personne devient, comment dire, une paire d'adoption, si j'ose dire, de cet enfant. C'est le terme. Effectivement, pour l'enfant, je ne sais pas si d'abord, il découvrira, c'est dans mon exemple. Un projet parental, ça peut évoluer. Une famille, ça peut évoluer. Après, c'est évidemment le désir de l'enfant, de l'homme qu'on rencontre et de la famille en elle-même, mais tout est possible. Ça ne se décrète pas, c'est ce que je voulais vous dire. Un père, ça ne se décrète pas. On dit pas, tiens, voilà. Je voulais revenir à la question de l'absence du père. J'ai ici toute une biographie déjà sur le devenir des enfants nés de PMA en solo ou en couple de femmes. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'ils sont plus malheureux? Ils ne sont absolument pas plus malheureux. Donc il y a les études de Suzanne Gombolok. Je finis ma phrase, si vous voulez. Je vous en prie. On va rester courtois ce soir. Tout à fait. Et donc je vous ai d'ailleurs transmis cette bibliographie pas plus tard hier soir, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Je vous laisse. Bien vouloir m'en excuser. C'est sur combien c'est une étude, c'est sur combien d'enfants? Ce sont des études, ce sont des méta-analyses, d'accord. Donc en fait, je vous parle de l'étude la plus connue, c'est celle de Suzanne Gombolok. Il y a des études en cours actuellement sous la gouvernance de Virginie Rosé-Gomez, qui a déjà commencé à faire des études, et les résultats sont bons. Liliane Hochstein a montré, elle a étudié les familles monoparentales, pas forcément, monoparentales au sens une mère, et elle a montré qu'il n'y avait pas du tout de burn-out, de risque de burn-out plus important dans ces familles-là, si ce n'est même un petit peu moins, parce que les enfants sont très solidaires de leurs parents, solo, et donc il y a une vraie complicité. Et je voulais aussi vous dire que dans nos projets parentaux, souvent, on a vraiment étudié la question, on a réfléchi, évidemment, la question du père, c'est une question que tous les Français peuvent se poser de façon très légitime. On s'est posé la question nous-mêmes, on a lu l'anthropologie, on a lu de la sociologie, on a été voir des psys, et on a surtout réfléchi à l'idée d'avoir un référent paternel au sein de nos familles. Le grand-père de ma fille, par exemple, est extrêmement important dans son rapport. On va essayer de chapitrer masculin. pour que... Juste pour compléter, l'adoption pour une mère célibataire, c'est possible. Donc on a d'ores et déjà en France des cas de femmes célibataires qui élèvent un enfant, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de révolution. Et je rappelle que vous êtes Audrey Kermal-Vezen,
peut-être le public ne vous connaît pas encore, vous êtes avocate spécialisée en bioéthique et vous êtes née par PMA et vous êtes une figure de la lutte contre l'anonymat des dons de sperme. Et vous avez, vous avez appris à 29 ans que vous et votre frère sont nés grâce à un don de sperme. C'est bien cela? Tout à fait. En fait, moi, je me suis spécialisée en droit de la bioéthique sans savoir que j'étais issue d'un donneur. Et puis, donc, mes parents me l'ont dit à 29 ans. J'ai très vite voulu savoir si mon donneur était encore vivant ou s'il était décédé. Cette information m'a été refusée et je voulais savoir s'il était encore vivant, si on pouvait juste lui poser la question, savoir si il serait d'accord pour que son identité me soit dévoilée. J'ai perdu tous mes recours. Y compris lorsque je me suis mise en couple avec Arthur Kermalvezen, qui est également conçu par don de gamètes, et on s'est posé la question avant de se marier de savoir si on était issu du même donneur. On a demandé à obtenir cette information. On a perdu 3 semaines avant notre mariage devant la Cour administrative d'appel de Versailles. Donc aujourd'hui, mon dossier est devant la Cour devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et on demande une seule chose, c'est que les anciens donneurs soient recontactés et qu'on leur pose de manière discrète, comme on le fait pour les femmes qui ont accouché sous X, la question de savoir est-ce qu'ils seraient d'accord pour que leur identité soit dévoilée. Et s'ils veulent rester dans l'anonymat, ils peuvent. Mais s'ils veulent rester dans l'anonymat tout en échangeant et en transmettant des informations, par exemple, sur leur historique médical, parce qu'il y a des années, mon donneur était sans doute en parfaite santé lorsqu'il a donné. Qu'est-ce qu'il me dit que depuis, il n'a pas fait un AVC, un cancer ou je ne sais quoi? Moi, ça serait utile pour moi d'avoir cette information-là. Mais il y a quelque chose que j'ai... Vous avez parlé d'Arthur Kermalvezen. C'est votre compagnon aujourd'hui? C'est mon mari. C'est votre mari. On a 2 enfants. On n'a pas réussi... Mais vous avez dit que vous imaginiez que vous étiez... Parce que lui-même a été conçu et né par PMA. Voilà. Et vous avez pu imaginer... on a pu imaginer parce qu'en fait... Qu'il y ait le même donneur. C'est-à-dire que vous auriez été frères et sœurs, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Pour que les choses soient claires. Oui, tout à fait. En fait, mais pourquoi vous avez imaginé ça? C'est très simple. En fait, il n'y avait que 2 banques de sperme parisiennes à l'époque de notre conception. Il a été conçu dans une banque de sperme parisienne au Kremlin-Bicêtre, moi, à Necker. On connaît des donneurs qui faisaient les 2 banques de sperme. À l'époque de ma conception, les dons étaient rémunérés. Et on sait qu'il y a eu des serial donneurs. Il y a un écrivain qui s'appelle Gilles Paris qui a dit « Moi, j'ai donné naissance à 148 enfants, mais les 5 premières années, les comptes n'ont pas été faits parce que, bref, il n'y avait pas de suivi. Donc, c'est au moins 148 enfants. » Vous avez le bouquin « Le donneur » de Guy Descartes aussi, qui raconte l'histoire vraie d'un homme qui a donné son sperme à Paris pendant 20 ans, tous les jours, sauf le dimanche. Donc, des serial donneurs, il y en a eu. Et donc, on peut aussi se poser la question de savoir si on n'est pas issu du même donneur. Donc, nous, on voulait juste avoir ces informations-là. Et vous n'avez pas eu cette réponse? Non, et donc, mon dossier est devant la Cour européenne des droits de l'homme. On voudrait aujourd'hui, parce que ça n'est pas prévu dans le projet de loi, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que les anciens donneurs pourraient se manifester spontanément pour faire connaître. Et alors, si vous appreniez, par exemple, que tous les 2 êtes issus du même donneur? On n'aurait peut-être pas mis au monde un enfant. C'est-à-dire, voilà, encore moins Dieu. On a eu cette réponse. Finalement, on sait qu'on n'est pas issu du même donneur, mais on l'a eu via un test ADN. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a un test ADN qui permet... C'est interdit en France. Moi, je suis avocate. J'avais pas envie d'être... j'avais envie de pouvoir continuer à exercer ma profession. Je ne voulais pas prendre ce risque-là et j'estimais que l'État français pouvait me donner cette information-là. Et donc, pour l'avenir, on pense que les anciens donneurs devraient être recontactés de manière confidentielle. On leur pose la question. Et pour le futur, en revanche, tout futur donneur donne en sachant qu'il pourra être identifié 18 ans plus tard. Et s'il ne le veut pas, il ne donne pas. Bon, on va essayer, je disais, de chapitrer, même si c'est passionnant, évidemment, de vous écouter ce que vous dites. Alors, pourquoi une nouvelle loi bioéthique? Écoutons ce que dit Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'égalité homme-femme. Je crois qu'il faut mettre fin aussi à un certain nombre de fantasmes. Ce n'est pas parce que la loi pour la PMA, pour toutes les femmes, va être votée que demain, vous aurez des files d'attente dans la rue de femmes qui veulent se jeter sur la PMA. Ça n'est pas vrai. Ça ne concerne pas des dizaines de millions de femmes en France. Donc, il faut arrêter de se faire peur à bon compte. Il faut arrêter de se laisser faire peur aussi. Et peut-être écouter les parcours de femmes qui, elles, veulent avoir un enfant. Moi, j'ai reçu encore il y a quelques jours une femme qui m'a dit « Moi, j'ai 42 ans. Ça fait 7 ans que j'attends l'ouverture de la PMA, parce que c'est une promesse de François Hollande qui, pendant 5 ans, ne l'a pas tenue. Cette femme, elle a attendu 5 ans en vain. Elle a attendu 2 ans là. Enfin, la loi va peut-être passer. »
Autre avis, et évidemment il est très tranché celui-là, c'est Ludovine de la Rochère, qui représente la Manif pour tous, que vous connaissez bien, j'imagine, et qui est contre la PMA. Il ne peut pas y avoir de progrès quand on fait délibérément des orphelins de père. Il ne peut pas y avoir de progrès quand on rentre dans la marchandisation humaine. Ça n'est pas un progrès de détourner la médecine de sa finalité et d'en faire une prestation de service pour nos désirs individuels. Vous savez, hier, Madame Belloubet a dit que si on votait la PMA sans père, on allait inscrire sur l'acte de naissance deux mères. Et mère. Deux mères. Oui. Eh bien, un enfant n'a qu'une mère, elle est unique. C'est fondamental. Alors on va faire quoi? On va redéfinir ce qu'est la maternité. Orphelin de père. Oui, ça, je pense que si vous voulez bien m'accorder la parole, je pense que... Et je rappelle que vous êtes Bénédicte Flies Sainte-Marie, vous êtes journaliste spécialiste des questions de santé. Vous avez écrit PMA, le grand débat. Absolument. Je pense que cette idée de la marchandisation des corps, c'est un chiffon rouge, c'est un fantasme qu'on agite et que la Manif pour tous se complaît à agiter parce que on a un système bioéthique qui est extrêmement verrouillé, qui n'évolue qu'à très petits pas et ce n'est pas parce qu'on va ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux mamans solo que ça va être la débandade, que tout sera permis, que vous pourrez avoir un enfant à deux têtes. Il faut raison garder quand on parle de ça. Le mercantilisme qui existe aux États-Unis n'arrivera jamais en France. Vous voyez sur le chapitre de l'euthanasie comme la loi avance lentement et péniblement, ça n'arrivera pas. Les dérives que vous pointez n'arriveront pas. Mariette Guérien, vous n'avez pas parlé encore. Vous êtes juriste à la Fondation Jérôme Lejeune. Oui, je suis juriste, oui. Alors, en fait, vous parlez du fait que les lois de bioéthique avancent visiblement pas assez vite à votre goût. Alors nous, à la Fondation Jérôme Lejeune, on constate que depuis 2004, on peut détruire des embryons humains pour faire de la recherche, qu'on n'est pas revenu en arrière et que le législateur ne compte pas revenir en arrière. Bon, je rappelle quand même qu'un embryon humain, c'est un être humain. Vous êtes issu de la PMA. L'embryon humain, c'est le plus jeune membre de l'espèce humaine. Et demain, avec le projet de loi de bioéthique, en fait, on constate qu'on va aggraver l'instrumentalisation de l'embryon humain. Qu'est-ce qu'on constate? On pourra tout simplement demain créer des embryons génétiquement modifiés. Ça, c'est une réalité. Le législateur prévoit de supprimer l'interdit de créer des embryons transgéniques. Donc on pourra créer des embryons génétiquement modifiés. On prévoit aussi d'allonger la durée de culture des embryons in vitro de 7 à 14 jours. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que la technique permet, en fait, on a l'impression que le législateur veut l'autoriser, tout simplement. Alors oui, c'est le débat. C'est justement le débat du soir parce que vous parlez de la révision. Est-ce que vous avez entendu parler du diagnostic préimplantatoire? Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Est-ce que vous savez le temps qu'il a fallu pour l'appliquer en France par rapport au Est-ce que je peux me permettre de m'exprimer sur le débat? En fait, le diagnostic préimplantatoire... Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit le débat quand même du soir. Le débat, c'est simple. Est-ce que des femmes homosexuelles, lesbiennes, peuvent avoir le droit de pouvoir avoir un enfant et célibataire, vous avez parfaitement raison, des femmes seules, bien sûr. Est-ce qu'elles ont le droit d'avoir un enfant? Pardon? Excusez-moi, mais... Seul est assez péjoratif, on trouve. Parce que derrière le côté seul, on imagine qu'on est seul face à notre enfant. Or, en fait, on est dans une famille... on s'égare. Non, on ne s'égare pas parce que vous avez présenté l'émission en parlant de la révision de la loi de bioéthique. La loi de bioéthique, je suis d'accord avec vous, c'est l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais c'est pas que l'extension de la PMA, il y a la recherche sur l'embryon qui est un vrai sujet. Mais là, on reste vraiment sur l'extension pour les femmes seules et pour les pourquoi couples. Ne pas parler de la recherche embryon puisque personne n'en parle? On en parlera demain soir si vous voulez, mais pour ce soir, j'avais envie déjà que c'est pas simple comme sujet, parce qu'on a envie de vraiment entendre tous les arguments précisément sur la PMA ouverte aux femmes célibataires. Oui, je voulais revenir sur l'aspect politique, parce que les propos de Marlène Schiappa me paraissent un peu courts quand même, parce qu'elle met en avant finalement la loi du désir qui prime sur la loi naturelle. Et finalement, ceux qui ne sont pas d'accord dans les deux camps, c'est ça, c'est j'ai droit à un enfant, et l'autre camp qui dit non, on n'y a pas droit parce qu'un enfant est issu d'un homme et d'une femme. Laissez terminer, oui. Laissez terminer,
Véronique on ne Jacquet. déroge pas à ce qui fait un enfant depuis la nuit des temps. Vous pensez que quand Non, non, mais il y a attendez. une FIV, est-ce Moi, que je vous pense pensez que pour la mettre, non, non, mais conception est pour mettre tout le monde naturelle, d'accord, Oui. et Marlène Schiappa dit Ça va être compliqué quand même. Hein. Attendez, Non mais terminez Véronique Jacquet, Non, 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 mais il y a terminez. une Parce que petite là, on astuce. a recentré le débat et ça me plaît. Mais il y a une petite astuce pour mettre tout le monde d'accord, parce que Marlène Schiappa dit à un moment, moi ça m'a beaucoup choqué, la société est prête. Non, en 7 ans, depuis le mariage pour tous, la société n'est pas forcément prête. Donc comme on a un gouvernement qui ne jure que par le Les gens référendum... vont pas descendre dans la rue parce que il y a l'extension de la PMA. La date est donnée, ce sera le 6 octobre prochain, et je peux vous assurer qu'on va vous surprendre, Je vais donner une Pascal. anecdote. 60% favorable. Le vote des Sondage femmes, Ipsos, 1945. sondage, Attendez, France laissez-moi finir, s'il vous plaît. 75% Le vote favorable. des femmes, 1945, Véronique Jacquet. on discutait sur le vote des femmes en France depuis la fin du 19e siècle. On en a discuté pendant plus de 70 ans. Et là, en 7 ans, on voudrait nous faire passer comme une lettre à la poste le débat sur la PMA et le beaucoup de vote retard, madame. sur la PMA pour toutes. On a beaucoup de Moi, retard. ça me heurte. Pourquoi vous dites qu'il y a du retard? C'est parce que dans tous les autres pays aujourd'hui, c'est quasiment... Je suis là. Il faut prendre en considération l'existant. C'est-à-dire que les femmes lesbiennes qui veulent un enfant auront un enfant. Les femmes célibataires qui veulent un enfant aujourd'hui, avec l'ouverture des frontières, de toute façon, elles auront un enfant. On s'est posé beaucoup de questions. On a mûri notre projet parental. On s'est posé la question, effectivement, du symbole masculin, de l'altérité, de comment on allait construire psychologiquement, matériellement. Moi, j'ai passé l'agrégation pour être sûre de financièrement assumer ma fille. C'est pas on n'est pas des femmes précaires comme on peut l'imaginer, parce que parfois on nous décrit comme telles. C'est absolument pas ça. C'est décrit dans certaines voilà, émissions. Il n'y a pas plus tard que ce matin. Donc nous, on est là justement, et je suis là pour dire qu'on existe, que ma fille est là. Elle est très bien intégrée dans son école. Quel âge elle a, votre fille ? Elle a 4 ans et demi. Elle s'appelle Charlotte. Elle est une enfant comme les autres. Et je voudrais simplement, parce que vous parliez des enfants, et je voudrais simplement vous dire qu'il y a un très bon article des Inrocks qui est passé récemment, justement, où on a écouté la parole des enfants. Et cette parole, elle est très importante. Et je voudrais simplement vous citer une phrase, d'accord ? Je ne suis pas triste sinon de ne pas avoir de papa. Je suis heureuse comme ça. Personne n'a le droit de nous juger. C'est bien ça qui est dur aujourd'hui, c'est le jugement, et c'est pas le fait de ne pas avoir de papa. J'ai la plus gentille et plus courageuse maman du monde, Lila, 8 ans. Bon, si un opposant à la PMA... à Lila, 8 ans Albéric Dumont va vous répondre. Non, parce qu'Albéric, il me dit qu'il veut rencontrer les enfants de ces familles-là, mais rencontrez-les. Nous, on les a rencontrés, ce sont des enfants qu'on connaît. Pardon, vous me citez l'avis de Lila, 8 ans. Oui. Moi, je suis là et j'ai 40 ans. Je suis conçue par PMA et je suis favorable à l'ouverture de la PMA. Je n'ai jamais à jugé toutes les personne. femmes. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Par terre, on voit des jugements de valeur. Vous êtes avocate. Sémantique. Vous êtes avocate, vous savez que la loi, elle est générale, abstraite et elle est obligatoire pour tous. Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire une loi pour, on estime, à 2000 personnes qui seraient concernées par cette loi? Est-ce qu'on doit rembourser à l'origine ce qui est un soin médical pour des gens qui ne souffrent pas de maladie? C'est ça la question. Justement, ce n'est pas un soin médical. Ah bah si, la PMA, c'est un soin procréalement, médicalement. Mon père était stérile. Si je reprends votre raisonnement, Oui. si je reprends votre raisonnement, comment dire, c'est pas parce qu'il n'y a que 2000 personnes. Par définition, par exemple, les situations pour les handicapés, c'est pour souvent très peu de gens. C'est pas forcément le rôle de la loi. En plus, Écoutez, lorsque vous favorisez l'entrée dans des bâtiments publics, par exemple, pour des handicapés, c'est toujours pour une minorité. Malheureusement, ça concerne beaucoup plus de 2000 personnes. Non, mais c'est toujours une minorité de gens, mais cette minorité, il faut l'entendre. C'est pour ça que je rebondis simplement sur votre argument. On ne modifie pas tout le droit de la filiation pour 2000 personnes. Ça, c'est... Il n'est pas question de modifier le droit de la filiation. Ah bah justement, on va voir le sujet d'Arthur Lindon. Ça c'est parfait, mère. Qu'est-ce qui va changer dans cette filiation? Quelle nouveauté précisément? Voyez le sujet. L'acte de naissance d'un enfant comporte actuellement la mention des parents, père et mère. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, souhaite que ce texte évolue et contienne 2 fois la mention mère, lorsqu'un enfant est issu d'une procréation médicalement assistée pour un couple de femmes. La filiation à 2 mères existe déjà sous d'autres types de parentalité. Donc mettre mère et mère sur un acte de naissance qui établit une filiation d'un enfant né nous paraît évidemment la solution la plus simple, la seule logique et donc la seule envisageable. Les opposants à la PMA dénoncent quant à eux un mensonge d'État.
en droit, il est établi que c'est la femme qui accouche qui est la mère. C'est un principe juridique fondateur, extrêmement important. Et d'autre part, ce sera une injustice terrible pour l'enfant de faire croire qu'il est né de deux femmes, puisque bien évidemment c'est faux. Un enfant né d'un homme et d'une femme. Ça veut dire qu'on inscrit un mensonge sur son acte de naissance. Avant que le mot père soit supprimé pour certains actes de naissance, il faut d'abord que les députés et sénateurs votent en faveur du projet de loi de bioéthique. Or, la PMA, l'un des volets principaux de ce texte, est un sujet clivant. Les débats au Parlement, comme dans la société, promettent d'être mouvementés. Albéric Dumont, qui est vice-président de la Manif pour tous. Mère, ça vous choque? On a eu le droit au sketch parent 1, parent 2. Là, on nous explique, en fait, c'est pas mère et mère. Ce qu'a dit Nicole Belloubet, c'est la mère qui accouche sera en premier sur l'acte de naissance et, je la cite, l'autre mère ensuite. Donc c'est elle-même qui, en fait, établit une hiérarchie et qui numérote en disant mère 1 qui accouche et mère 2 qui est l'autre mère. En fait, ça revient exactement à même. Et je ne peux que reciter ce que disait Ludovine de la Rochère. La mère, c'est celle qui porte l'enfant, c'est celle qui accouche. On ne se décrète pas mère. Bien au-delà de l'amour qu'on veut donner, c'est pas parce qu'on a de l'amour qu'on devient mère, c'est bien au-delà de ça. Il y a la transmission de l'identité, de la généalogie. Et, mais je pense que de partout où on nous écoute, les gens doivent être extrêmement étonnés de dire qu'on peut avoir deux mères. Ludovine de la Rochère dit qu'il faut avoir tout enfant a un père, une mère, point barre. Moi, c'est pas vrai. Moi, j'ai un papa, une maman et un géniteur. Ce que dit Ludovine de la Rochère, c'est qu'on est tous nés d'un homme et d'une femme. Et le donneur n'est pas mon père. Le donneur n'est pas mon père. Et pas seulement. Voilà. Moi, je suis née d'un couple plus l'apport d'un tiers donneur. Je ne suis pas seulement née d'un homme et d'une femme. Justement, dans les PMA telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, vous n'ignorez pas qu'il y a des couples, confrontés à l'infertilité ou qui recourent à un don de sperme. Là, le père n'est pas biologiquement non plus le papa de son enfant. Et il est quand même considéré comme père aux yeux de la société. Ça ne gêne personne. Vous êtes d'accord avec nous? Et demain, il peut avoir un enfant naturellement, ce qui veut bien dire que l'infertilité est pas réservée aux raisons médicales, contrairement à ce que vous nous avez dit. Deux femmes qui s'aiment, qui désirent un enfant, qui conçoivent leur projet parental, qui le réfléchissent, ont le droit, et il n'y a pas de... Justement, ça évite cette attente de l'adoption, parce que ce qui existait avant, il faut que les téléspectateurs le sachent, c'est pour la seconde maman qui n'a pas porté l'enfant, il y a toute l'attente de la procédure d'adoption qui est coûteuse et qui est longue, avec un officier d'état civil qui vient vérifier le nombre de bodies qu'il y a dans les armoires, une enquête, et là, ça va protéger l'enfant, parce que s'il y a disparition de la première des mamans, par exemple, on peut l'imaginer, et la seconde est déjà, ou séparation, ça va protéger les intérêts de l'enfant. Donc c'est dans l'intérêt de l'enfant et de la famille. Mariette Guérien qui s'exprime assez peu depuis le départ, et je rappelle que vous êtes juriste de la Fondation Jérôme Lejeune. Oui, vous parlez de désir des femmes, des couples de femmes qui veulent avoir un enfant, et puisqu'elles ont le désir d'enfant, elles ont le droit d'avoir un enfant. Si demain nous avons un couple d'hommes et de femmes qui souhaitent avoir un enfant par PMA, bien qu'ils soient tous les deux fertiles, qu'est-ce que vous leur répondez? Aujourd'hui, il y a des couples de Français qui vont à Chypre. Et pourquoi voulez-vous qu'ils aient un enfant par PMA si ils sont tous les deux pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, il y a des couples de Français aujourd'hui qui vont à Chypre pour sélectionner le sexe de leur enfant par des pays. Mais oui, mais c'est des réalités qu'il ne faut pas nier. Vous nous sortez du... Non, mais parce que tout il y en a sûrement, mais convenez que ça doit quand même être... si vous avez que ça comme argument... Je le trouve... Vous parlez d'évolution des lois. Non, mais j'imagine quand même que des couples fertiles qui veulent un enfant par PMA, ça ne doit pas exister. Sachez qu'il y a des couples de Aujourd'hui, les couples infertiles n'ont pas l'accès, par exemple, au double don. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'un couple qui est infertile d'un côté et de l'autre peut avoir l'accueil d'un embryon en France, mais pas un double don de gamètes. Et ça, par contre, ça va passer dans cette loi. Et c'est une vraie avancée. Écoutons Marlène Schiappa. Ces familles hétérosexuelles. Écoutons Marlène Schiappa, parce que c'est intéressant. Elle nous dit quand même que ça n'a pas concerné non plus des millions de personnes. Quand vous dites les gens vont pas aller forcément dans la rue, parce que c'est pas le sujet numéro un c'est pas leur préoccupation numéro un. Il y a peut-être autre chose. C'est ce qu'elle dit. Mais en même temps, c'est un droit qui est donné à des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et peut-être de ce point de vue-là, est-ce un progrès? Écoutons Marlène Schiappa.
J'observe encore une fois qu'il y a une large majorité de Français, de mon point de vue, qui sont assez indifférents à l'ouverture de la PMA. Il y a très peu de gens qui sont opposés. La PMA, elle n'enlève aucun droit à personne. Elle met simplement en conformité une situation et elle met fin à une discrimination qui existait, puisque non pas entre femmes et hommes, mais entre femmes, puisque quand vous étiez une femme mariée hétérosexuelle, vous aviez accès à la PMA, et pas quand vous étiez une femme mariée avec une autre femme. C'était une discrimination. Le droit international l'a dit. Nous nous mettons en conformité, tout simplement. Ce que j'ai toujours du mal à comprendre, et j'aime bien essayer de comprendre, et je vous pose la question à vous, Mariette Guérien, c'est que quand on voit l'état, je disais tout à l'heure, des familles, combien parfois des enfants sont mal aimés dans des couples par hommes, où ils ont été élevés par un homme et une femme. Si des femmes, le parcours sera peut-être plus difficile précisément pour avoir des enfants. Peut-être que parce que le parcours sera plus difficile, elles s'occuperont, elles aimeront, elles seront davantage avec, elles s'investiront peut-être davantage encore avec cet enfant. Et je comprends mal votre combat, puisque vous, au fond, ça vous retire rien. C'est ça que je saisis mal dans votre approche. Le parcours sera rude parce que la PMA, c'est rude en fait. C'est les FIV sont éprouvantes pour les femmes. Elles ont des injections d'hormones. C'est assez éprouvant. Le taux de réussite de FIV, je pense qu'il est de à peu près 20%. Donc il y a énormément d'échecs. Là, on parle d'investissement parental. En fait. Oui, mais pourquoi ce combat? Si vous voulez, moi je vous parle de vie humaine. Non, mais pourquoi votre combat, au fond, même aussi petite soit-elle, je vous parle de la vie humaine. En fait. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi votre combat? Pourquoi vous, à titre personnel, vous vous engagez? Alors moi, je parle au nom de la Fondation Jérôme Lejeune, qui est une fondation scientifique et médicale. Oui, et vous m'avez demandé au début vous m'avez demandé de parler d'autre chose. Oui. Et ben moi j'étais là pour parler de la recherche sur l'embryon, puisque ça fait partie d'un des sujets. Alors je repose la question, si vous voulez, à Albéric Dumont. Pourquoi ce sujet, vous personnellement, vous touche autant et que vous êtes contre, puisque dans votre vie à vous, ça change rien? En fait, justement, c'est peut-être cela qui va vous surprendre, c'est que nous ne manifestons pas pour un droit qui est le nôtre. On a souvent des gens qui manifestent pour les retraites, pour l'emploi, pour etc. Et permettez-nous parfois de nous exprimer, de nous mobiliser sur des sujets qui nous tiennent à cœur pour des questions simplement de bien commun. On peut avoir après chacun dans nos parcours. De bien commun, pardonnez-moi, je comprends pas. Je vais vous donner un exemple. Vous, pour une journaliste soi-disant impartiale, je vous trouve quand même assez militante dans vos interventions. Figurez-vous que je suis maman, mariée avec un garçon. Et catholique, et pourtant je suis pour la PMA. Voilà, rien n'est incompatible. Toutes vos interventions sont quand même militantes. On pourrait dire la même chose de moi. Moi aussi, d'une certaine manière, je suis partial là-dedans. Non, parce que je me dis, pourquoi ça vous mobilise tant? Parce que quand je vois le témoignage, par exemple, de Isabelle Laurence. Bon, je vois son témoignage. Elle a une petite fille qui s'appelle... Si vous le voulez, Pascal, organisons demain le même témoignage avec un enfant qui lui a mal vécu cette absence de père. Vous prenez des cas, on va prendre des cas médiatiques que tout le monde connaît. Vous prenez Stromae qui chante Papa Outé. Vous prenez Johnny Hallyday qui jusqu'à la fin de sa vie a dit qu'il avait souffert de l'absence de son père qui pourtant était encore en vie mais qui était éloigné. On a tous autour... Mais l'absence de père, pardonnez-moi... Non mais on mélange tout. On mélange tout. Ah bon, pardon, quand on va... C'est le destin de la vie. Exactement. Ce sont les accidents de la vie. Et pourquoi aller imposer les accidents de la vie? C'est le destin, mais là vous provoquez. C'est différent. Écoutez un discours militant qui nous vendrait que tout se passe toujours formidablement bien. On dit que ça se passe. Alors vous nous avez parlé d'enfants de 8 ans. Moi j'aimerais entendre des enfants de 8 ans. Justement, j'en ai un, s'il vous plaît. Pas tous ensemble. Excusez-moi, mais on va faire un peu de science-fiction. Ne soyez pas. Non, mais moi j'ai une cofondatrice. Attendez, laissez terminer. Il y a des enfants qui ont eu sur leur état civil 2 mamans. Ils feront peut-être un procès à la mère dont ils sont issus parce qu'ils veulent connaître leur père et parce qu'ils lui reprocheront de ne pas avoir de père. Bon. Connaître ses origines et connaître son père, c'est absolument pas la même chose. Allez, 3e chapitre, et c'est le dernier, vers la commercialisation du sperme. Parce que ça aussi, c'est un débat. Alors là, pour le coup, je peux le comprendre, ce débat-là. La commercialisation du sperme, parce que ça, c'est précis. Et effectivement, ça peut, cette marchandisation... Ce sera un des mots d'ordre du site. Peut nous inquiéter. inquiéter. Si vous voulez venir manifester avec nous, vous êtes le bienvenu. Écoutez, Ludovine, de la Rochère d'abord. On manque de gamètes. Ah oui, j'écoute... On l'entend autant que Marlène Schiappa. Écoutons. Nous savons qu'il y a en France une pénurie de gamètes. Nous n'avons pas assez de donneurs pour les couples hommes-femmes qui souffrent d'une infertilité nécessitant un tiers donneur. Eh bien, qu'est-ce qui nous garantit
que dans un contexte où on va étendre la PMA, et 100% des femmes seules et des couples de femmes auront besoin de sperme, qu'est-ce qui nous garantit que la France n'ira pas acheter du sperme à l'étranger, et qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne va pas rentrer dans la marchandisation humaine du fait de l'extension de la PMA, et je le souligne, à des femmes fécondes. La question est posée. Alors, sincèrement, il y a très peu de donneurs aujourd'hui en France, mais je vais te laisser rebondir. Très peu, tout simplement parce qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation aux dons. Et si on en faisait simplement une, je suis sûre qu'en plus, avec cette ouverture d'esprit sur une société avec des familles qui existent, et j'insiste bien, qui existent et qu'on doit reconnaître, je suis sûre qu'il y a beaucoup de Français qui se mobiliseraient pour donner leur... Alors attention, il ne s'agit pas que du don de sperme, pardonnez-moi, parce qu'on parle très peu du don d'ovocytes. Et il faut absolument signaler qu'il y a des femmes très courageuses aujourd'hui qui n'ont même pas d'arrêt de travail, qui ne sont pas, qui n'ont rien du tout, qui font ça parce qu'elles sont touchées par l'infertilité d'une sœur ou d'une cousine. Et ces femmes-là, il faut on les accueille autrement dans les hôpitaux aujourd'hui. Il faut qu'on sensibilise également. Et l'autoconservation des ovocytes permettra, c'est un cercle vertueux, le fait de pouvoir conserver ces ovocytes à un certain âge permettra qu'on n'ait pas de pénurie, justement, d'ovocytes. Moi, je suis donneuse. J'ai donné mes embryons en Belgique, donc je suis sensible à la question de l'accès aux origines et on milite ensemble et on est en partenariat Origine et Maman Solo. Donc, on ne confond pas un donneur avec un père, ça n'a rien à voir. Par contre, on est pour l'accès aux origines pour tous les enfants. Et il suffit simplement de présenter les choses, d'informer, faire la pédagogie, et tout ira bien. Oui. Et la pédagogie, et tout ira bien, pardonnez-moi, mais enfin, soyons quand même un peu réalistes. C'est pas parce que vous allez faire une campagne pour appeler à donner du sperme, qui est quand même un acte qui engage, parce que, comme vous dites, vous avez toujours cette possibilité d'être recontacté. Il y a 88 000 paillettes de sperme dans les stocks des sécos. Vous avez 266 donneurs en France. Il y a 88 000 paillettes issues de dons de sperme qui sont dans les stocks des sécos. Et que prévoit le projet de loi? De les détruire du jour au lendemain. Et ça va avoir une conséquence très concrète pour les couples infertiles qui, justement, vont voir leur procédure retardée. Là, ça va avoir une importance parce que donc, Mme Buzyn est revenue un petit peu dessus en disant que finalement, peut-être qu'il y aurait une période transitoire et que du coup, la levée de l'anonymat interviendrait peut-être plus tardivement. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ne réinterrogerait-on pas les anciens donneurs pour savoir s'ils seraient d'accord pour lever leur anonymat ou donner des informations non identifiantes, bref, pour que leurs gamètes continuent d'être utilisés. Parce que les femmes qui ont donné leurs ovocytes, et c'est des procédures extrêmement lourdes, elles prennent des traitements hormonaux, etc., du jour au lendemain, on va leur dire, on détruit vos gamètes. Alors qu'il suffirait de leur poser la question. On leur poserait la question. Spécialement opposées au fait que leurs ovocytes servent un couple homosexuel ou une femme seule, absolument pas. Toutes les personnes ne sont pas étriquées dans une vision qui est quand même... voilà. Les donneurs sont des gens altruistes et très souvent, quand on leur pose la question, ils répondent favorablement. C'est ce qu'a fait... Mariette Guérien, qui veut réagir. Donner ses ovocytes, c'est pas comme donner son sang. Hein. Les gamètes, on transmet son patrimoine génétique quand on donne ses gamètes, donc c'est quand même pas un don anodin. On n'a jamais et en plus, aussi, ce que je voulais vous dire, parce que ça se raccroche du coup à votre sujet, c'est que le projet de loi de bioéthique autorise l'expérimentation pour la création de gamètes artificielles à partir de cellules embryonnaires et de cellules de peau. Ça fait partie du projet de loi. Alors c'est sûr qu'on en est encore à l'état d'expérimentation. Peut-être que dans quelques années, ce sera possible. Si vous voulez, je vous transmets le projet de loi et je vous... on l'a lu tout l'été. On ne l'a pas vu. On a préparé 55 amendements. Il y a peut-être des fantasmes derrière. Une dernière fois, je vous propose d'écouter Marlène Schiappa, qui répond précisément à Ludovine de la Rochère et qui répond à cette absence de gamètes peut-être et d'absence de sperme. Ludovine de la Rochère, qui m'interpelle particulièrement, elle fait mention des autres pays. Moi qui viens de passer des mois à travailler dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, dans le cadre du G7, je peux vous assurer que dans les autres pays, comme elle le dit, dans la plupart des autres pays, et notamment des pays du G7, cette question fait beaucoup moins débat. La question de l'ouverture de la PMA, ça n'est même plus un débat. Si vous allez au Canada, si vous allez même aux États-Unis, qui est rarement cité comme un modèle de développement pour les droits des femmes, la question de la PMA, elle ne fait même plus débat. Mais moi, je vous pose la question, est-ce qu'il y a assez de gamètes pour tout le monde ? Mais nous verrons. Je ne suis pas Madame Soleil, comme disait l'autre, donc je ne peux pas vous dire maintenant s'il y aura suffisamment de gamètes dans 6 mois ou dans 8 mois. Est-ce qu'il y aura des gamètes pour tout le monde ? Alors, non.
Déjà, on n'en a pas assez pour satisfaire la demande des couples hétérosexuels dans des délais décents. Ça, on ne se met pas le petit doigt. Les choses vont changer. Il faut simplement informer, parce que c'est comme il y a quand même quelque chose, si vous me permettez, et là aussi c'est une phrase un peu de bon sens, le don de sperme. Est-ce que des hommes ont envie de savoir que ils ont 1, 5, 10, 15 enfants? Alors déjà, il y a une limite. Vous voyez, ça peut être très perturbant quand même. On le sait en connaissance de cause. C'est 10 enfants par donneur. Ouais. Avant, c'était 5 enfants par donneur. D'ailleurs, on ne s'est jamais soucié lorsqu'on a changé la règle. On ne s'est pas dit, tiens, est-ce qu'on va demander aux anciens donneurs s'ils seraient d'accord pour qu'on fasse 5 enfants de plus avec leurs gamètes? On l'a fait sans leur poser la question. Parce que là aussi, c'est un choix très important qui implique, qui est engageant. Mais dans les États étrangers, c'est un choix qui a changé avec règle. un médecin. Avec une psychologue, il y a tout un accompagnement du donneur. Moi, mon donneur, il vient du Danemark. Danemark, c'est un pays... Et vous le connaissez, votre donneur? Alors, non, malheureusement, moi, je suis allée en Belgique parce que j'ai vécu des contraintes matérielles. Il fallait que je puisse faire l'aller-retour dans la journée. Ouais. Donc, malheureusement, mon donneur est anonyme. J'ai des informations non identifiantes. Mais je sais que déjà, avec les tests ADN, avec l'ouverture de l'accès aux origines dans beaucoup de pays, notamment en Australie, qui a créé l'ouverture de l'accès aux origines de manière rétroactive, je sais qu'un jour, Charlotte, elle aura accès à ses origines et je milite pour ça. En tout cas, je me battrai pour ça. Et moi, en tant que donneuse, j'ai donné de manière anonyme. J'ai donné 9 embryons pour permettre à des familles qui n'avaient pas, parce que j'avais pas de problème de fertilité, qui pouvaient utiliser ces embryons pour faire famille. Et je serais très heureuse, même si j'ai fait ça sous le couvert de l'anonymat. C'est pour ça que je rejoins ce qu'on dit sur l'anonymat des donneurs. Les donneurs, on leur a demandé de faire un don anonyme parce que c'était comme ça en France. C'était un dogme. On est passé d'un dogme à un autre. D'ailleurs, et ce dogme impose aujourd'hui qu'on inscrive sur l'état civil des AV, déclaration d'accord de volonté sur l'état civil, pour que les enfants soient sûrs de savoir comment ils ont été conçus. Oui. Alors complètement... c'est hyper violent en fait. Moi j'ai appris à 29 ans comment j'avais été conçue. Est-ce que pour autant j'aurais eu envie que ce soit écrit sur mon état civil? C'est-à-dire quand vous l'avez appris jusqu'à 29 ans, vous avez pensé que vous étiez... En fait, je suis issue des années 70 où on conseillait aux parents de ne surtout rien dire. Donc vous pensiez que c'était votre papa et votre maman comme n'importe quel enfant. On disait aux couple, surtout ne le dites pas à votre enfant. D'accord. Et vous l'avez appris comment? Mais mes parents ont fini par me le dire parce que je me suis spécialisée en droit de la bioéthique, figurez-vous. Mais vous en doutiez? Vous aviez une intuition? J'avais posé des questions, oui, je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose, mais comme j'avais posé des questions, j'avais obtenu des réponses. Je m'étais dit, bon, bah voilà, ils m'ont dit la vérité. Et puis finalement... Et ils vous l'ont dit un jour, un soir? Oui, voilà, ils nous ont conviés pour le déjeuner, mon frère et moi. Ils nous ont dit, voilà, vous saviez qu'on avait eu des difficultés pour avoir des enfants. Ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que papa aussi avait des difficultés et donc... Et vous trouvez que c'était une bonne chose que vous l'appreniez aussi tard ou vous auriez préféré le savoir? J'aurais préféré le savoir bien avant parce que déjà ça m'aurait évité de dire à mon médecin traitant pendant des années de parler des antécédents médicaux de mon père alors que en fait ça n'a aucune utilité. Donc ce qu'on préconise nous aujourd'hui, on pense que on doit améliorer la circulation, enfin la sensibilisation des parents parce que c'est avant tout à eux de délivrer cette information-là à leurs enfants, mais de faire de la pédagogie à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on choisit un donneur qui est le même groupe sanguin que le membre stérile du couple, juste pour que l'enfant ne s'aperçoive jamais qu'il n'est pas issu biologiquement de ses deux parents. Donc cet appariement des groupes sanguins, qui est juste pour créer les conditions du secret, il faut y mettre fin. Et puis, donc, on fait de la pédagogie auprès des parents, on leur explique les effets délétères du secret, et on les accompagne, on leur explique on les aide à dire comment il faut le dire à leur enfant et on prévoit l'inscription du mode de conception sur le dossier médical partagé parce que mon médecin traitant, lui, il a un intérêt à avoir cette information-là. Même si l'enfant ne le sait pas, lui, il peut savoir si son patient est issu d'un don de gamètes ou pas. Il nous reste une minute et Thomas sera là dans quelques secondes et il va poursuivre aussi ce débat puisque je sais que Ludovine de la Rochère est invitée ce soir dans l'émission de Thomas. C'est vrai que c'est un sujet absolument passionnant avec des avis qui sont contradictoires. On a beaucoup entendu et effectivement, celles qui défendent l'extension de la PMA. Peut-être un mot de conclusion pour vous? Un mot de conclusion, c'est si simplement la conception de « j'ai le désir, certes légitime, d'avoir un enfant, donc j'ai le droit, donc il faut une loi », eh bien dans ce cas-là, que direz-vous à un homme, seul ou célibataire, si vous préférez le terme, qui aura lui aussi ce désir d'avoir un enfant
en célibataire. Et bien à ce moment-là, le principe d'égalité voudra simplement qu'on légalise la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses, c'est-à-dire un nouvel esclavage moderne. Donc c'est un texte qui va forcément nous entraîner vers la gestation pour autrui. Ce texte ne le prévoit pas et pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas non, du mais tout vous avez sujet. déjà 3 ministres qui se sont déclarés favorables et ce sera forcément une revendication. D'ailleurs, ça l'est C'est déjà. terminé. C'est terminé, De la part merci. des partisans Vraiment, merci beaucoup. C'est Jeanne Cancard qui était à l'édition aujourd'hui. Je la remercie grandement. Merci vraiment à tous et à toutes. On a pu, j'espère, échanger dans le meilleur esprit possible. Et l'info va se poursuivre sur CNews avec Thomas Hugues qui va poursuivre là aussi avec notamment Ludovine de la Rochère ce débat, ce sujet. À demain matin.